Your organization or your personal life does not use some form of good cybersecurity practices, at one point you will be targeted and you will become a victim of cybercrime. And it's not why cybersecurity is important, it's what happens if you don't take it seriously. J'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais rejoignez mon Discord, mon compte Twitter, abonnez-vous à la chaîne et vous allez kiffer ce qui va arriver. Ok les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour du pen test sur une machine HTB. De toute façon on se retrouve pas pour autre chose, hein. On se retrouvera ici que pour faire du pen test. Et du coup on va passer sur Titanic. Alors dans un premier temps, moi j'utilise une machine Debian 12 sous instance Exegol. Donc une instance Exegol, c'est une sorte de machine virtuelle. Donc dans les grandes lignes, parce qu'on s'en bat un peu les couilles, c'est une sorte de machine virtuelle qu'on lance directement sur l'OS et qui permet d'avoir déjà des commandes pré-remplies. Voilà. Ok, bon, un terminal, ça sert à utiliser des commandes. Super, je pense que je t'apprends rien. Ça sert à interagir directement avec la machine en face. Voilà, bah écoutez, on commence tout de suite. On scanne un port. Donc on va scanner les ports avec Nmap. On va en découvrir deux. Le port 22, donc la porte 22 et la porte 80. Donc ces deux ports vont nous permettre d'interagir directement avec la machine en face de quelconque manière. Voilà, en l'occurrence, on se rend compte que le 22, bah écoutez, il y a un vigile à l'entrée, le mec il m'insulte parce que j'ai pas d'utilisateur, pas de mot de passe, je vais pas y aller. Ensuite, on a la porte 80, j'y vais. On se retrouve sur un site internet. Donc sur le site internet, qu'est-ce que vous devez faire en premier lieu? C'est analyser le code source. Ok. Vous allez également du coup lancer un Nyctoscan. Ce Nyctoscan va vous permettre en fait d'analyser directement le site internet globalement, voir s'il n'y a pas des sous-dossiers cachés que l'on verrait pas. Et en fait, tout simplement, bah, c'est un truc à lancer comme ça. Au moins, vous êtes sûr que s'il y a quelque chose de flagrant que vous loupez, lui, Nikto, il va pas le louper. Il pourra pas le louper. Voilà. Donc, on trouve un formulaire également, du coup, qui pourra potentiellement nous servir par la suite. Du coup, on met ça en tête et on va commencer par lister les répertoires disponibles et les sous-domaines. Alors, les répertoires, qu'est-ce que c'est? Bah, simplement comme un dossier, mais sur un site internet. Donc là, on va trouver deux endpoints, book, et on va trouver download. Alors, du coup, on trouve un sous-domaine qui est dev.lamachine.titanic, du coup, HTB. Et donc, bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le dev.titanic.htb, et là, on tombe sur un GTA, paf! On va pouvoir tester comme un Google les utilisateurs par défaut. Effectivement, je suis un Google, je le fais, mais ça marche pas. Bien évidemment que ça va pas marcher. Même si c'est référencé en easy, ce serait trop facile pour Xbox. Là, j'ai été trop rapide. Donc, c'est pas ça. Et bah écoutez, on va devoir du coup aller regarder le fichier XML qui référence en plus de ça les utilisateurs et qui référence des repos. Donc des repos, qu'est-ce que c'est? C'est des dossiers que les utilisateurs ont mis ou alors par exemple des fichiers. Voilà. C'est ça dans les grandes lignes. Donc on voit développeur, administrateur. Administrateur, cet enculé, il a rien mis dessus. Bah, du coup, on va pas s'en occuper. On va s'occuper de développeur. Et là, on voit que sur développeur, il y a deux repos qui sont disponibles. La première où est-ce qu'on va avoir un fichier .yaml et la deuxième où est-ce qu'on va avoir le fichier app.py, donc le Flask, et en l'occurrence c'est ça qui va nous intéresser. Mais dans un premier temps, au début je m'intéresse quand même au fichier .yaml parce qu'on trouve un mot de passe à l'intérieur. Et là je me dis putain, on a des utilisateurs et on a un mot de passe, donc on va pouvoir essayer de se connecter. Bah grosse douche froide, hein. Écoutez, on peut pas se connecter, j'essaie même en SSH, du coup je dis au vigile, mon pote, j'ai un utilisateur et j'ai ce mot de passe là, et le mec il m'envoie toujours chier. Bah, du coup je peux toujours pas rentrer sur le port 22. Ok, bah c'est pas grave. Du coup, on va aller directement sur Flask, du coup sur la repo Flask, et on voit le fichier app.py. Bah écoutez, je vais pas m'enculer la vie, hein. Je vais pas me faire chier à essayer d'analyser le fichier à la main, tatata. On a un outil qui s'appelle ChatGPT, et ChatGPT, bah écoutez, il est super bon pour analyser les codes. Du coup, il résonne sur mon fichier. Ok. Qu'est-ce que tu me donnes d'intéressant? Ok, tu me dis qu'il y a une vulnérabilité, du coup, sur le endpoint qu'on avait trouvé précédemment, le /download. Super, donc on fait point d'interrogation égal, du coup, /etc/password. Alors ça nous permet de lister les utilisateurs et de voir un peu les utilisateurs qu'il y a sur la machine. En gros, si vous voulez, c'est une vulnérabilité connue qui s'appelle LFI. Alors la LFI, qu'est-ce que c'est? Simplement, elle est piquée directement les fichiers qu'il y a en face. Et du coup, bah écoutez, je me suis fait chier un petit peu à essayer de lister d'autres fichiers, mais je les trouvais pas. Mais du coup, je dis à ChatGPT, mais mon pote, est-ce que tu penses que du coup GTA, il aurait pas un sous-dossier, un dossier directement dispo sur la machine que je pourrais télécharger? Et là, il me dit bah si, tu peux. Et là, il m'a donné le fichier pour la config et on tombe sur une configuration. Et je crois que c'est dans les 2-3 premières lignes du fichier,
vous obtenez directement le fichier qui est enregistré pour la database. Donc vous allez pouvoir télécharger une base de données. Et dans une base de données, vous avez des mots de passe. Et là, putain, franchement, c'est le top. Du coup, on télécharge la base de données. C'est un point .db. Bon, c'est en général les bases de données qui sont comme ça. Du coup, on la télécharge. On utilise SQLite 3. Voilà, je vais pas parler anglais. SQLite 3. On va l'exécuter. Hop, on rentre sur la base de données. On liste les utilisateurs et on voit leur mot de passe. Alors, le mot de passe, on le voit pas en clair. Il est haché. Et pour déhacher ces mots de passe, en général, on utilise un outil qui s'appelle Hashcat. Et Hashcat va nous permettre en fait de déhacher ces mots de passe grâce à une word list. Alors, en gros, si vous voulez, il compare par rapport au MD5. Donc le MD5, qu'est-ce que c'est? Bon, écoutez, j'ai un super accent anglais déjà. J'ai un super accent anglais. Le MD5, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de comparaison. En fait, c'est une suite de lettres et de chiffres qui permet de comparer s'il y a une correspondance entre le mot et le hash. Voilà, c'est ça le MD5, ça nous permet de trouver une correspondance entre les deux. C'est tout ce que vous devez retenir. Ok, mais écoutez, ça fonctionne pas au début, mais c'est normal, c'est parce qu'on a besoin d'un salt. Le salt va nous permettre de comprendre comment décoder ce hash et ensuite le faire correspondre. J'ai envoyé le salt et le hash à ChatGPT qui m'a fourni un script Python parce que Hashcat et John, en l'occurrence, ne fonctionnaient pas. Parce que tout simplement en fait il n'y avait pas ce module pour permettre de faire ça. Alors du coup j'ai demandé à ChatGPT de me fournir le script Python parce que je suis un putain de flemmard. Il me l'a fourni et j'ai pu décoder le vieux mot de passe en plus de merde qui était une suite de chiffres. Et bah là écoutez, là je vais revoir mon bon vieux pote le vigile sur la porte 22 et je lui dis bah écoute mon pote, je me connecte en tant que développeur et du coup j'ai le mot de passe 25 machin. Ok, il me dit vas-y, c'est bon, tu peux rentrer mon pote. Super, du coup on a le premier accès à la machine, on a le premier flag. Je le rappelle, il nous faut 2 flags. Le flag user, que là on a actuellement et qu'on a en notre possession, super. Et on a le flag root, que l'on n'a pas en notre possession parce qu'il faut être administrateur sur cette machine Linux. Écoutez, dans un premier temps je rame. J'utilise 2 outils, donc le premier est LinPiz qui me permet de lister les répertoires accessibles en écriture. Donc les répertoires accessibles en écriture, c'est pratique parce que des fois il y a des répertoires où on n'est pas censé accéder en écriture, en l'occurrence là on n'en a pas. Ça nous permet de lister également des répertoires qui sont inconnus de base sur la machine. Quand vous installez une machine, Linux vous fait automatiquement des répertoires de base. Et là ça dit, ah là, il y a un répertoire, il a besoin d'être analysé parce que c'est pas normal qu'il soit là. Donc, tu vois, ça c'est pratique, ça te permet directement d'analyser automatiquement. Ensuite, on a également du coup tous les répertoires accessibles en lecture, ce qui est exécuté par root, ou alors s'il y a des ports qui sont pas accessibles de l'extérieur, mais vu qu'on a un premier accès à la machine, on pourrait y accéder de l'intérieur. En l'occurrence, on n'a pas ça. Du coup, on casse un peu les couilles. Au début, je rame, surtout que j'ai pas regardé la totalité de ce que LinPiz m'a dit, parce que LinPiz m'avait donné la solution apparemment. Mais voilà, écoutez, j'ai voulu être un petit peu trop rapide, je suis un petit peu con, ouais, on peut le dire. Et j'utilise du coup un deuxième outil qui s'appelle PSPy pour voir. Cet outil vous permet en fait de voir si du coup l'administrateur a pas des commandes qui sont pré-exécutées. Et donc, imaginez qu'on a la possibilité de modifier un fichier qui est pré-exécuté par root. Et ben, on pourrait littéralement passer administrateur sur la machine parce que on lui dirait, hey root, vas-y s'il te plaît, donne-moi directement l'utilisateur root sur la machine. Et vas-y, et du coup il va exécuter le truc sans lire ce con. Et ben, du coup il va me donner l'accès root. Voilà un petit peu comment ça se passe. Mais là en l'occurrence PSPy, il m'a rien référencé d'utile. Et je décide d'aller voir dans le /opt, je sais plus vraiment pourquoi. Mais du coup je vais voir dans le /opt et là on trouve un script. En général dans le /opt c'est là où est-ce qu'ils mettent leur script. Mais j'avais un petit peu zappé cette partie là. Du coup je tombe sur le script et là je me dis ok c'est sûr que c'est ça. On fait un cat du script. Alors cat ça vous permet en fait de lire le fichier sur le terminal. Donc on voit ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. On voit qu'il y a un /user/bin/magic qui est un binaire, donc qui est une sorte en gros de logiciel que l'on peut utiliser directement en ligne de commande. Donc au début je fais un tiret version pour voir la version du truc et pour pouvoir potentiellement trouver une vulnérabilité sur cette version là. Et en l'occurrence, effectivement, il y avait une vulnérabilité. J'ai été sur GitHub, j'ai trouvé cette vulnérabilité. Donc, comme vous voyez là, je l'ai copié, je l'ai collé. J'ai vu que j'avais aucune erreur en sortie. Du coup, je me suis dit ça. Mais j'avais un petit peu la flemme en fait de passer administrateur directement et de voir le petit logo dièse sur la machine et root.
Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais directement avoir en gros le flag route. J'envoie à ChatGPT du coup le script de GitHub que j'ai découvert. ChatGPT me dit, ok, vas-y, tu peux faire ça pour avoir le flag route. Et en plus de ça, je te mets une petite commande pour pouvoir le lire. Je l'ai exécuté, ça a fonctionné direct et j'ai obtenu le flag route. Donc voilà, j'ai pu cut le flag route, j'ai terminé la machine, super, on est content, on est heureux. La machine ici était traitée.